Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Sur une aire d'autoroute près de Reims, on l'entend avant de la voir. Un râle métallique, comme une gorge qui s'arrache. Puis un claquement sec, presque obscène, quand l'échappement recrache ce qu'il n'aurait jamais dû avaler. Sous le halo jaune d'un lampadaire, une compacte grise, une simple voiture de Monsieur Tout-le-Monde, croit-on, avance à pas lents. Et là, tu remarques le détail qui te retourne l'estomac. L'arrière est comme gonflé de colère. Les ailes semblent avoir mangé la carrosserie. La sortie d'échappement te fixe comme un œil noir. Et l'odeur, cette odeur de frein brûlé, de gomme tiède, de chaleur qui colle à la gorge. Un type descend, sourire de coupable. Il regarde ses disques rougir encore, comme une braise qu'on a oublié d'éteindre. Il n'a pas l'air d'un pilote. Il a l'air d'un voisin. Et pourtant, il vient de transformer la route en salle de concert, les virages en confessionnal, et sa compacte en arme blanche. Si tu es là pour comprendre pourquoi la Renault Mégane RS est devenue un mythe en France, tu es au bon endroit. Tu ne t'es pas fait avoir par le titre. Mais accroche-toi, parce que l'histoire n'est pas propre. Elle sent l'huile chaude et l'ego froissé. Elle a des moments de beauté brutale, et d'autres, franchement répugnants, des compromis, des humiliations, des paris presque suicidaires. Et au milieu de tout ça, une idée scandaleuse. Fabriquer une voiture qui donne l'impression de tricher avec les lois du réel. Tout, en restant une Renault, une voiture de la rue, du parking d'hypermarché, du lundi matin. Au début des années 2000, la France est pleine de contradictions. Les routes se durcissent. Radars, limitations, répression qui tombe comme un couperet. On t'explique qu'il faut être raisonnable, discret, citoyen. Mais dans le cœur des gens, ça bouillonne. Les Français aiment la vitesse comme on aime un secret. On n'en parle pas trop, on fait semblant de ne pas y penser. Et puis, un jour, on craque. On a grandi avec des petites bombes, 205 GTI, R5 Turbo, Clio Williams, des noms qui font encore frissonner les parkings de rassemblement, sauf qu'à ce moment-là, quelque chose se fissure. L'ère des voitures simples et légères est en train de mourir. La sécurité impose du poids, le confort impose du poids, les normes imposent du poids, et les voitures deviennent plus grosses, plus lourdes, plus sérieuses. La passion, elle, refuse de grossir gentiment avec le reste. Renault, de son côté, joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, il y a la marque populaire, celle des familles, des flottes d'entreprises, des départs en vacances. De l'autre, il y a Renault Sport, l'atelier où l'on garde le feu sous la cendre. Renault Sport a déjà prouvé qu'il savait faire des châssis qui mordent. La Clio RS, par exemple, c'est ce genre de voiture qui te donne l'impression d'avoir des mains plus précises que la veille. Mais voilà le problème. La Clio, c'est petit, c'est nerveux, c'est presque un jouet de grand enfant. Et une partie du public veut autre chose. Quelque chose de plus adulte, de plus stable, de plus méchant. Le marché des compacts sportives commence à ressembler à une bagarre de bar. Tu as l'Allemagne qui arrive avec des voitures bien finies, efficaces, presque arrogantes dans leur maîtrise. Tu as le Japon qui propose des machines tranchantes, parfois extrêmes, qui te crient « VTEC » ou « Turbo » comme un slogan. Et au milieu, la France doit répondre à une question qui pique. Est-ce qu'on peut encore faire une voiture culte, ici, sans se contenter d'un badge nostalgique et de 2 stickers? Parce qu'un culte, ce n'est pas un chiffre de puissance, ce n'est pas une fiche technique. Le culte, c'est une émotion collective. C'est la sensation qu'un objet t'appartient un peu, même si tu ne l'as jamais possédé. C'est la voiture que tu reconnais au son dans une rue étroite, celle que tu repères à 200 mètres juste à la posture, celle qui te fait dire « Ah, ça, c'est chez nous ». Et Renault, précisément, a un truc à prouver. Pas seulement au marché, à la France, à ses propres fans, à tous ceux qui pensent que Renault, c'est bien, mais que le grand frisson, ça vient d'ailleurs. Alors l'idée germe. Prendre la compacte de Monsieur Tout-le-Monde,
la Mégane, et en faire une machine qui ne s'excuse pas. Mais attention, la Mégane de cette époque, la Mégane 2, n'est pas une voiture belle au sens classique. Elle est audacieuse, presque provocante, avec cet arrière haut, cette silhouette qui divise. Dans un pays où tout le monde a un avis sur tout, Renault vient déjà de semer la discorde stylistique, et ça compte. Parce que les voitures cultes ont souvent un défaut qui devient une signature, elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles choisissent leur camp. La Mégane 2, elle, te regarde et te dit « Tu m'aimes ou tu me détestes, mais tu me vois ». Dans ce contexte, la future Mégane RS n'apparaît pas comme un caprice de passionné. Elle apparaît comme une réponse à une pression, une nécessité presque politique à l'échelle automobile. Prouver qu'une compacte française peut être une référence, pas une alternative gentille. Et surtout, prouver qu'on peut faire du sport sans perdre l'âme populaire. Sauf que fabriquer une sportive populaire, c'est un paradoxe qui sent la sueur froide. Une sportive, si tu la fais trop radicale, tu effraies. Si tu la fais trop confortable, tu déçois. Et si tu la fais trop chère, tu trahis l'idée même de la Renault du peuple. Il faut marcher sur un fil, au-dessus d'un vide rempli de concurrents affûtés et de clients impitoyables. À ce moment précis, il y a aussi une autre réalité, plus intime, plus sale. L'époque commence à transformer la conduite en culpabilité. Aimer les voitures rapides devient un plaisir qu'on justifie, qu'on cache presque. Et ça, paradoxalement, nourrit le désir. Parce que ce qu'on interdit devient plus excitant. Le conducteur passionné devient une créature nocturne. Il part tôt le dimanche, il choisit des routes secondaires, il s'invente des excuses. La sportive idéale doit donc être double, capable d'être sage en journée, et monstrueuse quand la route se vide. Renault comprend ça. Et si Renault comprend ça, Renault Sport le sent dans ses tripes. Ils savent qu'une voiture culte, en France, doit avoir un côté clandestin. Pas forcément illégal, clandestin émotionnellement. Un truc qui te donne l'impression d'avoir un secret entre les mains. Une voiture qui, quand tu la conduis, te fait croire que le monde est plus large que les panneaux. Mais la question reste, pourquoi la Mégane? Pourquoi pas une autre? Parce que la compacte, en France, c'est le centre du monde. C'est la voiture des jeunes cadres, des familles qui grandissent, des trajets boulot-dodo. C'est la voiture qui vit partout, dans les lotissements, sur les périphes, sur les parkings de supermarchés. Si tu arrives à rendre une compacte désirable au point de devenir culte, tu ne crées pas juste un modèle sportif, tu crées un symbole national. Et il y a un autre point, plus cruel encore, Renault a besoin d'un étendard. Un objet qui prouve que la marque sait encore faire vibrer, au-delà des brochures, parce qu'une marque populaire, si elle perd l'étincelle, devient juste un fournisseur de mobilité. Et ça, c'est la mort du rêve. Renault veut rester Renault. Imparfait, audacieux, parfois excessif, mais vivant. La future Mégane RS va naître de cette tension-là, entre la raison et le désir, entre la norme et la transgression, entre la voiture de tous les jours et la machine qui te hante la nuit. Elle va naître d'une France qui freine officiellement, mais accélère en secret. Et maintenant, imagine la scène en interne. Pas une scène glamour, pas des designers en écharpe qui dessinent des courbes au crayon. Non, imagine une salle de réunion avec des dossiers, des tableaux de coûts, des mots comme rentabilité, image de marque, positionnement. Dans un coin, quelqu'un de Renault Sport serre les dents. Parce qu'il sait que pour faire une vraie RS, il faudra des choix qui font mal, des pièces plus chères, un châssis plus travaillé, des compromis qui fâchent la logique comptable. Il faudra convaincre des gens qui ne rêvent pas. Eux, ils additionnent. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que la Mégane RS ne va pas simplement apparaître. Elle va être arrachée, négociée, défendue, et parfois presque sauvagement imposée. Sa naissance n'est pas celle d'une star chouchoutée, c'est celle d'un boxeur qu'on envoie au combat, en espérant qu'il reviendra avec la ceinture. La France attend alors une voiture qui fasse ce que les autres font, mais à la française, avec du caractère. Une voiture qui ne soit pas seulement rapide, mais qui raconte une histoire. Une voiture qui prouve que le plaisir de conduire n'est pas réservé aux clichés, aux marques premium, aux pays qui se prennent pour des maîtres. Une voiture qui, en te donnant du grip, te donne aussi une forme de fierté, et cette fierté-là, elle est fragile.
Parce qu'on a tous connu le moment où une promesse automobile nous a déçus. Une voiture annoncée sportive qui n'est qu'un pack. Esthétique, une direction floue, des freins qui s'effondrent, un moteur qui fait du bruit, mais pas d'émotion. La future Mégane RS, si elle se rate, elle deviendra un gag national. Une blague de plus. Ils ont essayé. Un autocollant de honte. C'est pour ça que la pression est si forte. Renault n'a pas le droit de faire une RS tiède. Pas dans ce contexte. Pas avec cette attente. Pas avec cette France qui veut encore croire qu'une compacte peut devenir légende. Alors, quand tu repenses à l'odeur de frein brûlé sur cette aire d'autoroute, ce n'est pas juste une anecdote, c'est le parfum d'un besoin, le besoin d'une voiture qui te salit un peu, qui te dérange, qui te secoue, et qui te laisse pourtant satisfait, parce que tu sens que c'est vrai, que ce n'est pas du marketing, que c'est un objet né d'une tension réelle. Au moment où l'idée quitte les PowerPoint et descend dans le monde réel, tout change de texture. Ce n'est plus un concept, c'est du métal, des tolérances, des fournisseurs, des pièces qui arrivent trop tard, des ingénieurs qui parlent avec les mains, et cette peur très concrète. Si on se trompe, le public va le sentir dès le premier virage. La Mégane normale est une base solide, mais une base, ce n'est pas un destin. Renault Sport, à Dieppe, le sait mieux que personne. Tu peux coller un gros turbo sur une compacte et obtenir une voiture rapide, en ligne droite, et pourtant totalement fausse. Une voiture qui donne du frisson 5 minutes et de la déception pendant 5 ans, une RS, une vraie, doit être cohérente dans le corps. Et la cohérence, ça coûte de l'argent, du temps, des compromis douloureux. Dès les premières réunions techniques, il y a une phrase qui flotte dans l'air comme une menace. Ça doit être une référence. Pas sympa, pas correct pour une Française. Une référence? Et quand tu dis ça, tu te condamnes toi-même. Tu dois aller chercher les meilleurs sur leur propre terrain. Direction, freinage, motricité, endurance. Tu ne peux pas tricher. Alors Renault Sport commence par l'endroit le moins sexy. Et pourtant le plus important, la rigidité et l'équilibre. Une caisse de compacte, c'est un compromis industriel. Ça doit absorber les nids de poules, filtrer le bruit, accueillir des sièges bébés, survivre à des trottoirs escaladés sans honte. Une RS, elle, doit supporter des contraintes répétées, brutales, comme si tu lui demandais de tomber 100 fois et de se relever en souriant. On renforce, on rigidifie, pas à coups de gros tubes de rallye visibles sur Instagram, non, des points de soudure, des renforts discrets, des ajustements qu'on ne voit pas mais qui se sentent dans le volant. C'est ingrat, parce que personne ne te félicitera pour un renfort invisible. Mais si tu ne le fais pas, tout le reste s'écroule. Et Renault Sport a une obsession, que la voiture parle, qu'elle donne de l'information, pas juste de la vitesse. Vient ensuite le dilemme du moteur. Dans l'imaginaire, on croit que les sportives naissent d'un moteur magique. La réalité est plus sale. Il faut un bloc qui existe, qui peut se produire, qui respecte les normes, qui ne ruine pas le budget. Renault a un 4 cylindres 2.0 turbo dans son arsenal. Pas un moteur de légende au départ, un moteur de travail. Et c'est justement ça qui va devenir fascinant. Prendre un outil industriel et le pousser jusqu'à en faire une arme. On parle de pression de turbo, de refroidissement, de cartographie, de fiabilité à chaud. On parle surtout de couple. Ce couple qui fait grimacer les transmissions, qui tord les supports, qui transforme la traction avant en lutte physique. Parce qu'une traction puissante, c'est comme tenir un chien très fort en laisse. Si tu n'as pas une main ferme, il te traîne où il veut. Et là, le récit bascule. L'objectif n'est pas seulement d'annoncer une puissance flatteuse. L'objectif, c'est de rendre cette puissance utilisable, répétable et surtout, jouissive. Le plaisir vient quand tu peux remettre les gaz tôt, quand la voiture ne t'arrache pas le volant, quand elle ne s'écrase pas sur son train avant en gémissant. Une RS doit donner envie d'attaquer encore, pas de reprendre son souffle en se demandant si on vient de la maltraiter. C'est à ce moment que les ingénieurs se mettent à parler comme des chirurgiens. Géométrie de suspension, chasse, carrossage, voies élargies, barres anti-roulis. Un vocabulaire froid pour créer une émotion chaude. Le train avant devient le champ de bataille principal.
Une traction performante se gagne ou se perd ici. Et dans les couloirs, on sent cette tension. Si on veut une voiture de référence, il faudra un avant qui mord, qui tire, qui résiste à la puissance. On ne veut pas une voiture qui saute d'une ligne blanche à l'autre comme un animal stressé. On veut une trajectoire nette, comme si la voiture traçait au scalpel. Alors on surdimensionne certains éléments. On choisit des freins sérieux, pas suffisants, sérieux. Les disques grandissent, les étriers deviennent plus endurants. Sur route, le conducteur moyen n'y pensera pas. Sur une descente de col ou une session de piste, ce détail devient un moment de vérité. C'est là que naît l'odeur que tu as sentie, ce parfum de fer chaud qui te colle à la peau. Ce n'est pas glamour, c'est presque répugnant. Et pourtant c'est le signe que la voiture encaisse. Puis vient l'intérieur. Là aussi, l'équipe marche sur un fil. Trop radical, et tu perds le quotidien. Trop banal, et tu trahis le rêve. Alors on construit une ambiance de voiture normale, mais pas tout à fait. Un volant qui tombe bien. Une position de conduite plus sérieuse. Et selon les versions, ces sièges qui te serrent comme une main ferme, pas pour te caresser, pour te tenir quand le monde tourne. À ce stade, il y a un choix presque philosophique. Faut-il faire une seule RS ou proposer deux visages? Renault Sport choisit la dualité, une RS pour tous les jours, et une RS plus dure, plus affûtée, plus directe, celle qui te donne l'impression d'avoir une voiture un peu trop honnête, la suspension plus ferme, la caisse un peu plus basse, la direction qui répond plus vite, comme si la voiture anticipait ton intention. Et cette dualité, c'est une stratégie. Mais c'est aussi un aveu. La France a deux passions contradictoires, le confort et l'attaque. Renault Sport décide de ne pas choisir, il propose les deux. Sauf que proposer deux tempéraments, c'est 2 fois plus de mise au point, et la mise au point, c'est là que les mythes se fabriquent, ou se ridiculisent. Les prototypes roulent, ils roulent longtemps, ils roulent partout. Parfois avec des carrosseries camouflées, parfois avec des pièces pas définitives, parfois avec des réglages qui changent d'une sortie à l'autre. L'équipe apprend une règle cruelle. Un châssis qui paraît brillant sur une route lisse peut devenir grotesque sur une route bosselée. Et la France, ce n'est pas un circuit parfait. La France, c'est des raccords, des ondulations, des virages serrés, où le bitume te raconte son âge. Alors on travaille sur l'amortissement, comme on règle un instrument de musique. Trop ferme, ça rebondit, ça perd le contact, ça devient nerveux. Trop souple, ça s'écrase, ça flotte, ça se fatigue. On cherche le point où la voiture reste collée et vivante, où elle respire sans se dissoudre, et au milieu de cette recherche, une peur revient comme un poison. Le sous-virage. Cette maladie des tractions qui te dit non quand tu veux tourner, une RS ne doit pas te dire non. Elle doit te dire essaie. Pas sans limite, mais avec une forme de complicité. Alors on affine, on élargit, on ajuste, on recommence. Il y a aussi les décisions qui fâchent, celles qui ne se voient pas sur une photo. Le choix des pneus, l'étalonnage de l'ESP, la manière dont l'électronique intervient, tôt ou tard, brutalement ou en douceur. Là, Renault Sport a une obsession. Laisser le conducteur respirer. Ne pas transformer la voiture en baby-sitter. Une RS doit accepter une part d'imperfection humaine. Elle doit te laisser apprendre, te laisser te faire peur, juste assez. Et puis, il y a ce moment que personne ne raconte dans les pubs. Le moment où le prototype te dégoûte un peu, parce qu'il te révèle ses défauts sans filtre. Un bruit parasite, une vibration au freinage, une montée en température trop rapide, une boîte qui accroche, un support moteur qui fatigue. Et tu te dis, on ne va jamais y arriver. C'est ce moment, le vrai creux, qui sépare les projets sérieux des projets marketing. Renault Sport s'entête. Ils savent qu'une voiture culte n'est pas parfaite, mais elle doit être vraie et surtout cohérente. Alors ils traquent les incohérences comme des rats. Ils chassent les détails qui ruinent la confiance, parce qu'une RS, ce n'est pas seulement une voiture, c'est un pacte. Le conducteur donne sa foi. La voiture doit rendre quelque chose en échange. Quand la première Mégane RS est prête à sortir, dans la seconde moitié des années 2000, elle arrive avec une promesse implicite. Une compacte française capable d'aller chercher les meilleurs. Et très vite, l'équipe comprend une chose. Le public ne jugera pas la RS seulement sur la puissance.
Il jugera sur la sensation, sur cette impression que le train avant est accroché au bitume par des griffes, sur la manière dont l'arrière suit, participe, te donne de la rotation au lever de pied comme un clin d'œil dangereux, sur le freinage qui ne s'effondre pas au bout de 3 virages, sur la direction qui n'est pas assistée, mais habitée. Et parce que le monde automobile est cruel, la RS doit aussi vivre au-delà de sa naissance. Elle doit évoluer. Elle doit se réinventer sans perdre son ADN. C'est là que l'histoire s'étire vers la génération suivante, celle où Renault Sport va pousser encore plus loin la logique, parce qu'une fois que tu as mis le pied dans la guerre des références, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux pas revenir à la tiédeur. La génération suivante va donc hériter d'une mission. Être plus stable, plus précise, plus rapide, sans devenir aseptisée. Et c'est ici qu'apparaît une des idées les plus parlantes de l'obsession Renault Sport. La lutte contre le tirage de volant, cette sensation de traction surpuissante qui se bat contre tes mains. Plutôt que de dire « c'est normal, c'est une traction », Renault Sport cherche à contourner la fatalité. Il travaille sur l'architecture du train avant, sur la séparation de certaines fonctions de pivot, sur une géométrie qui limite les réactions parasites. En clair, ils veulent que la voiture mette sa puissance au sol comme si elle était plus noble qu'une traction classique, sans renier ce qu'elle est. Dans le même esprit, certaines versions deviennent de plus en plus tranchantes. On voit apparaître des variantes plus légères, plus radicales, presque indécentes pour une compacte. Moins d'insonorisation, moins de confort superflu, plus de connexion brute. Une voiture qui te donne l'impression d'être un peu trop proche de la mécanique, comme si tu entendais les pièces travailler. Ce n'est pas agréable au sens confortable. C'est excitant au sens animal. Et chaque fois, Renault Sport refait le même pari. Oui, ça sera plus dur. Oui, ça sera moins polissé. Mais ceux qui comprennent deviendront des fidèles. Parce que c'est ça, au fond, la fabrication d'une voiture culte. Tu ne cherches pas un public immense, tu cherches un public qui se souvient, un public qui raconte, un public qui, 10 ans plus tard, peut encore te décrire un virage précis où la voiture a fait quelque chose de magique. La Mégane RS, dans sa conception, est un bras de fer permanent entre l'industrie et la passion. Elle est née dans un monde où on demandait aux voitures d'être sages, et où, pourtant, des ingénieurs ont choisi d'en faire une compacte, capable de te donner la sensation interdite d'une voiture de course civilisée. Et maintenant que la machine est conçue, réglée, durcie, prête à affronter le regard du public, il reste la partie la plus dangereuse. La rencontre avec la vraie vie. Les essais presse, les forums, les comparatifs. Les propriétaires qui vont la malmener au quotidien, les pneus usés, les plaquettes brûlées, les petits drames mécaniques, les histoires de parking, les nuits de départemental. C'est là que la légende commence, ou s'effondre. Le jour où la Mégane RS cesse d'être un projet et devient une voiture qu'on peut acheter, il se passe quelque chose d'étrange. Elle quitte l'atelier et elle entre dans les têtes. C'est la phase où une auto ne se juge plus seulement sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle provoque. La presse la mesure, la compare, l'écrase sous des chronos, les acheteurs la reniflent comme un animal nouveau. Et les sceptiques attendent l'erreur, la faille, le moment où la française va trembler face aux références. La scène est presque caricaturale. D'un côté, les essais presse sur route parfaite, où chaque journaliste essaie de trouver la formule qui fera mouche. De l'autre, la vraie France, les ronds-points gras de pluie, les périphériques en accordéon, les routes départementales qui te secouent comme un sac de boulons. Et c'est là que la RS joue son coup de poker. Elle n'est pas seulement spectaculaire quand tout va bien, elle devient fascinante quand tout va mal. Très vite, les premiers retours ont un goût de surprise, pas une surprise polie, une surprise vexante pour les autres. Parce qu'on s'attendait à une compacte nerveuse, amusante, un peu brouillonne. Et on se retrouve avec une voiture qui se comporte comme si elle avait honte d'être une traction. Une voiture qui tire moins qu'on ne le croit, qui place son nez avec une précision presque insolente, qui transforme des bouts de route en pistes privées. Mais la légende ne naît pas dans les communiqués. Elle naît dans des moments sales et concrets. Comme ce propriétaire qui, après 3 semaines, découvre que sa RS mange des pneus avant comme un ogre. Il se plaint, il est choqué, et en même temps, il sourit en secret. Parce que cette usure
c'est la trace d'un vice. Le vice d'entrer trop vite, le vice de remettre les gaz trop tôt, le vice de chercher juste un peu plus à chaque virage. La RS ne t'offre pas seulement de la vitesse, elle t'apprend un comportement, elle te transforme, elle te rend impatient, comme ce conducteur qui, un matin d'hiver, démarre, roule tranquille, et dès que la route se libère, il enfonce l'accélérateur. Et il ressent ce moment précis où la voiture se tend, où le châssis se met en ligne, où le turbo donne ce souffle qui te pousse dans le dos, un souffle pas luxueux, un souffle brut, presque vulgaire. C'est une poussée qui te fait rire et grimacer à la fois, parce que tu sais que tu n'as pas besoin de ça, et tu le fais quand même. Et ça, c'est exactement le genre de contradiction qui fabrique une icône. Puis il y a l'étape où la Mégane RS commence à sortir des catalogues pour entrer dans les récits. Les comparatifs, les affrontements, les fameux matchs, où on la met face à des concurrentes réputées plus nobles. Et soudain, la Renault ne joue plus le rôle de l'outsider sympathique. Elle devient le problème. Celle qui met les autres mal à l'aise, parce qu'elle prouve qu'on peut être efficace sans être prétentieux. Mais l'explosion médiatique, celle qui transforme une sportive en mythe, vient souvent d'un territoire très précis. La piste. Et surtout, le Nürburgring. Ce circuit est un théâtre cruel, long, bosselé, dangereux, impitoyable. C'est le genre d'endroit où une voiture révèle sa vérité en sueur, sans maquillage. Quand la Mégane RS commence à y faire parler d'elle, ça agit comme une gifle collective. Dans les conversations, on ne dit plus « elle est bien pour une Renault », on dit « elle est sérieuse » et parfois même « elle humilie ». Ce mot circule comme un poison délicieux, parce qu'il y a une jouissance particulière à voir une voiture populaire aller chercher des temps de voitures plus chères, plus prestigieuses, plus installées. La France adore ce genre d'histoire. Le petit qui met une claque au grand, le pragmatique qui ridiculise l'arrogant. Et là, la RS commence à attirer un public nouveau. Pas seulement des fans de Renault, des gens qui, avant, n'auraient jamais regardé une Mégane. Des passionnés de châssis, des track days, des obsédés du freinage, des amateurs de trajectoires parfaites. La voiture devient une sorte de passeport. Tu arrives sur un rassemblement, tu as une Mégane RS, et tu n'as pas besoin de te justifier. Ceux qui savent, savent. Mais à mesure que la réputation grimpe, la RS révèle aussi son côté le plus ambigu, presque dégoûtant. La frontière fine entre la passion et la bêtise. Parce qu'une voiture aussi compétente, ça donne confiance, trop de confiance. Et la confiance, sur route ouverte, peut devenir une intoxication. La RS pousse certains conducteurs à se croire meilleurs qu'ils ne sont, à rentrer plus fort dans un virage parce que la voiture tient, à freiner plus tard parce que ça freine fort. Et là, le monde réel rappelle ses règles. Un virage n'est pas un circuit. Une départementale a des gravillons, une flaque, un tracteur, un cycliste. La RS, parfois, devient le miroir d'un ego. Et ce miroir peut être sale. C'est aussi ça qui nourrit l'aura. Une voiture culte est souvent une voiture qui ne pardonne pas totalement. Pas au sens dangereuse, comme une vieille sportive des années 80, mais au sens où elle te met face à toi-même. Elle te donne du talent, mais elle te demande de la lucidité. Sinon, elle te punit, non pas par méchanceté, mais par indifférence mécanique. Et pendant que certains se brûlent les ailes, d'autres construisent la légende de manière plus noble, en vivant avec la voiture, jour après jour, saison après saison. La Mégane RS, contrairement à beaucoup de sportives qui deviennent pénibles au quotidien, garde une forme de polyvalence. Elle peut te conduire au boulot, elle peut te trimballer dans une zone industrielle sous la pluie, elle peut passer sur des pavés, râler, mais passer, et le week-end, elle peut redevenir autre chose. Une compacte qui te fait croire que tes mains ont appris un nouveau langage. C'est cette dualité qui la rend dangereusement attachante. Elle ne t'oblige pas à choisir entre la vie et le plaisir. Elle te laisse faire les deux. Et du coup, tu l'utilises plus, tu t'attaches plus, tu te fabriques plus de souvenirs. Une sportive du dimanche, tu l'admires. Une sportive du quotidien, tu la vis, et ce qu'on vit devient culte. Puis arrivent les versions, les évolutions, les variantes plus affûtées, et là, Renault Sport fait quelque chose de rare. Au lieu d'endormir la voiture avec l'âge, il la radicalise par moments.
Ils sortent des éditions qui semblent écrites pour un public précis, presque sectaire. Moins de compromis, plus de précision, plus de mordant, des voitures qui ne cherchent pas à être bien élevées, mais à être justes. Dans les conversations de passionnés, certains mots reviennent comme des prières. Cup, trophy, air, des suffixes qui, pour un non-initié, ne veulent rien dire. Mais pour ceux qui connaissent, c'est un code. C'est la promesse d'un châssis plus ferme, d'un différentiel plus efficace, d'un réglage plus pointu. C'est le moment où la RS cesse d'être juste une voiture sportive disponible. Elle devient une gamme de personnalités. Et chaque personnalité attire une tribu. Et la tribu, c'est là que la France entre en jeu. En France, on ne collectionne pas seulement des voitures, on collectionne des histoires, des phrases, des souvenirs d'essais, des débats interminables sur un parking. Laquelle est la plus pure? Laquelle est la plus efficace? Laquelle a la meilleure direction? La Mégane RS devient un sujet de conversation nationale pour les amateurs. Elle devient un objet qui divise, et ce qui divise finit souvent par durer. Il y a ceux qui la trouvent trop ferme, trop bruyante, trop tendue. Ceux-là ont raison. Et c'est précisément pour ça que d'autres l'aiment. La RS ne cherche pas à caresser, elle serre. Et cette sensation de serrage, elle se transforme en dépendance. Parce qu'une voiture qui te parle, une voiture qui te donne de la matière à ressentir, ça devient rare à mesure que les générations avancent. Pendant que d'autres voitures se lissent, s'isolent, deviennent plus filtrées, la RS garde un côté direct, un côté presque physique. Tu sens le train avant de travailler, tu sens le transfert de masse, tu sens la route, tu sens la voiture. Et sentir, en automobile, c'est la drogue la plus puissante. C'est aussi là que le statut de voiture culte prend sa forme la plus claire. Quand la voiture devient un repère, un étalon, quand on dit « oui, elle est rapide », mais est-ce qu'elle est aussi bonne qu'une Mégane RS? Quand son nom devient une unité de mesure, et pourtant, à chaque montée en prestige, la RS garde un parfum de rue, elle n'est pas inaccessible comme certaines sportives élitistes, elle reste dans le monde réel. On la voit dans les stations-service, dans les parkings, parfois avec des jantes abîmées, parfois avec des sièges tachés, parfois avec des enfants à l'arrière. Cette banalité, paradoxalement, augmente le choc. Parce que tu peux être derrière une Mégane RS dans un bouchon et savoir qu'elle est capable, 2 heures plus tard, d'aller chercher un chrono sur circuit comme une machine sérieuse. Ce contraste est presque indécent. C'est comme voir un type en costume banal lever une barre énorme à la salle. Tu te dis « impossible ». Et pourtant, c'est là. Et c'est ce contraste qui la rend profondément française. Une voiture qui ne revendique pas le luxe, mais la compétence. Une voiture qui ne cherche pas à te vendre un statut, mais une sensation. Une voiture qui ne te fait pas croire que tu es riche, mais que tu es vivant. À ce stade, la Mégane RS a gagné quelque chose de précieux. Une réputation qui dépasse la marque. Elle devient un nom propre, une idée. Et quand une voiture devient une idée, elle entre dans le patrimoine culturel des passionnés, mais une idée, ça peut aussi devenir un poids. Parce que plus une voiture est adulée, plus on attend de la suivante qu'elle soit encore meilleure. Et là, le drame se dessine. Comment continuer à faire une voiture aussi brute, aussi connectée, dans un monde qui change? Normes, sécurité, émissions, hybridation, électrification. La route se referme. Et la RS doit prouver qu'elle n'était pas juste un accident heureux, mais un héritage vivant. C'est exactement la bascule qui nous mène à la dernière partie. Ce que la Mégane RS a apporté à l'industrie. Ce qu'elle a imposé comme standard, et pourquoi son héritage dépasse la simple histoire d'un modèle. Pourquoi, en France, elle est devenue une sorte de symbole, celui d'une époque où une compacte pouvait encore être une machine de guerre, sans renier son quotidien. Il y a un moment, dans la vie d'une voiture culte, où elle cesse d'être seulement une auto qui marche fort et devient un point de bascule. Un moment où même ses ennemis commencent à parler d'elle avec une prudence étrange, presque superstitieuse, comme si prononcer son nom obligeait à respecter quelque chose. Pour la Mégane RS, ce moment n'est pas arrivé avec un simple essai élogieux, ni même avec un chrono isolé. Il est arrivé quand une évidence s'est installée dans l'industrie, silencieuse mais irréversible.
Une traction avant peut être une arme de précision, et une marque populaire peut imposer ses règles au jeu. Parce que ce que la Mégane RS a fait, au fond, c'est renverser une hiérarchie. Pendant longtemps, on racontait une histoire simple, rassurante pour certains et frustrante pour d'autres. La traction, c'est le peuple, c'est l'économie, c'est l'avant qui tire et qui finit par s'élargir en sous-virage. La propulsion, c'est la noblesse, la pureté. Et la transmission intégrale, c'est le muscle, l'argument de ceux qui veulent tout avaler sans se poser de questions. Cette histoire-là, la RS l'a salie, elle l'a froissée. Elle a mis une tache de gomme brûlée au milieu du mythe, et une tache, quand elle est bien placée, devient une signature. La RS a imposé une obsession dans un segment où beaucoup trichaient. Le châssis d'abord, pas châssis comme un mot pour brochure, mais châssis comme une religion. La manière dont elle entrait en virage, la façon dont elle acceptait de pivoter, la façon dont l'arrière participait sans hystérie, tout ça a obligé les concurrents à arrêter de se contenter de puissance facile. Si tu montes à 250 chevaux sans savoir les poser au sol, tu fais rire 5 minutes. Et tu fatigues 20 ans. La RS, elle, a rendu la puissance crédible. Elle a fait comprendre qu'un chiffre n'est pas un exploit. Qu'un exploit, c'est de transformer un chiffre en trajectoire. Et ce n'est pas seulement un héritage technique. C'est un héritage culturel, presque moral. La RS a rendu la science du ressenti populaire. Elle a appris à des milliers de conducteurs à sentir un freinage qui tient, un train avant qui donne de l'information, une suspension qui travaille au lieu de simplement encaisser. Elle a démocratisé des conversations qui, avant, restaient dans des cercles fermés. Motricité, progressivité, inscription, rotation, différentiel. Qu'est-ce qui respire? Les forums se sont remplis de phrases de pilotes amateurs. Les parkings du dimanche sont devenus des petits laboratoires où on parlait de géométrie, comme on parle de cuisine. Et ça, c'est un impact énorme. Quand une voiture rend ses propriétaires plus exigeants, elle change le marché. Mais l'héritage a aussi un goût plus sombre, plus paradoxal. Parce que la RS a participé à une obsession moderne qui a parfois rendu l'automobile un peu malade. La guerre des records, la course au meilleur chrono, l'idée que la valeur d'une voiture se résume à une performance sur un circuit mythique. Et la Mégane RS a été l'une des voitures qui ont prouvé à quel point cette obsession est efficace et dangereuse. Efficace, parce que ça frappe l'imaginaire comme un coup de marteau. Un temps, un nombre, une preuve. Dangereuse, parce que ça peut pousser les marques à fabriquer des voitures qui vivent pour la fiche technique, pas pour l'âme. La RS, elle, a réussi un équilibre rare. Elle a joué au jeu des chronos, oui, parfois avec une intensité presque insolente, mais elle a gardé une cohérence de voiture à vivre. Elle ne s'est pas transformée en objet stérile. Et c'est là que se cache un twist important. Son héritage n'est pas seulement d'avoir été rapide, mais d'avoir été rapide sans devenir froide. C'est une nuance qui a l'air petite, jusqu'au jour où tu conduis une voiture très performante qui ne te fait rien. Là, tu comprends. Le culte, ce n'est pas la vitesse. Le culte, c'est la mémoire sensorielle. Le culte, c'est le souvenir d'un volant qui tremble juste comme il faut, d'une caisse qui se cale, d'un frein qui mord sans paniquer. La RS a laissé ça derrière elle, une exigence d'émotion. Et puis, il y a son héritage, dans la manière même dont on pense une compacte sportive. Avant, la recette classique, c'était moteur fort, plus look agressif, plus quelques réglages. La RS a fait passer un message humiliant. Si tu ne travailles pas le châssis au niveau d'une obsession, tu n'es pas dans la discussion. On l'a vu dans les générations qui ont suivi. Pas seulement chez Renault, les rivales ont durci leur pack châssis, affiné leurs trains avant, cherché des solutions pour limiter les réactions parasites, proposé des variantes plus radicales et plus pistes, comme si la RS avait ouvert une porte, et que tout le monde s'était précipité derrière elle, un peu à contre-cœur, un peu en rage. Parce que la RS a aussi apporté un truc très français, la fierté de l'efficacité sans snobisme. Elle a rappelé que l'excellence peut être brutale, pas forcément luxueuse. Et ça, dans un monde automobile où la performance se vend souvent avec du cuir, des écrans, une promesse de statut, c'est presque subversif. La RS ne te dit pas
regarde comme tu es important. Elle te dit, regarde comme tu peux conduire. Et c'est là que son héritage devient politique, au sens culturel. En France, la voiture est un objet ambigu. On l'aime et on la juge. On la veut et on la soupçonne. On la glorifie et on la culpabilise. La RS, elle, a existé comme une réponse insolente à cette contradiction. Une voiture qui assume le plaisir sans s'excuser, mais qui reste dans une forme de réalité, pas une supercar inaccessible, une compacte, un objet du quotidien qui te murmure « Tu as encore le droit de ressentir ». Pourtant, rien n'est éternel. Et c'est là que l'histoire de la Mégane RS prend une teinte presque tragique, parce que le monde qui l'a rendue possible est en train de disparaître. Les normes se durcissent. La pression écologique, économique, sociale rend de plus en plus difficile l'existence de ces voitures-là. Ces voitures qui brûlent, de l'essence pour brûler des émotions. Les transmissions deviennent plus lourdes, les assistances plus invasives, les moteurs plus contrôlés, les sons plus étouffés. Les voitures modernes deviennent souvent meilleures, objectivement, et plus lointaines, subjectivement. Et au milieu de ce glissement, la RS devient un repère de nostalgie active. Pas une nostalgie, c'était mieux avant, au sens paresseux. Une nostalgie qui pique, parce qu'elle rappelle ce qu'on perd. Le contact brut, la mécanique qui parle, l'impression d'une machine, qui travaille au lieu de te protéger de tout. C'est pour ça que, sur le marché de l'occasion, la RS prend une dimension presque émotionnelle. Certaines versions deviennent des objets de désir, qui ne s'expliquent pas seulement par des chiffres. Les gens les cherchent comme on cherche une époque. Comme si acheter une Mégane RS, c'était mettre la main sur un fragment de liberté mécanique, un bout de monde où une compacte pouvait te faire battre le cœur sans te demander la permission. Et ce désir s'alimente d'une chose très humaine, la rareté. Pas forcément rare au sens produite à 10 exemplaires, rare au sens rare dans l'esprit. Rare parce que l'industrie ne fait plus beaucoup de voitures qui acceptent d'être un peu dures, un peu bruyantes, un peu imparfaites, pour être vivantes. La RS, elle, ne te flatte pas toujours. Parfois, elle te fatigue. Parfois, elle te secoue. Parfois, elle te donne cette sensation presque dégoûtante d'être trop proche du bitume, d'entendre les cailloux frapper les passages, de roues, de sentir le freinage chauffer comme une cuisine trop chaude. Et pourtant, c'est précisément cette rugosité qui devient précieuse parce qu'elle prouve que la voiture n'est pas un salon roulant, c'est un objet de tension. Et là, nouveau twist, l'héritage de la RS, ce n'est pas seulement ce qu'elle a apporté aux passionnés, c'est aussi ce qu'elle a forcé Renault à comprendre sur lui-même. Renault, marque populaire, a souvent été jugé à travers ses défauts, la fiabilité perçue, les finitions, les choix esthétiques discutables, les périodes de doute. La Mégane RS a été, pour Renault, un contrepoison, une preuve vivante que la marque savait faire du très haut niveau sur un domaine où l'on ne ment pas longtemps, la dynamique. Et cette preuve-là a rejailli comme une lumière sale sur tout le reste. Quand tu sais qu'un constructeur peut sortir un châssis de ce calibre, tu ne le regardes plus pareil, tu lui accordes une forme de respect inquiet, tu te dis, ils sont capables. Donc s'ils veulent, ils peuvent. Et ça, en marketing, en image de marque, en fierté nationale, c'est énorme. Mais l'héritage le plus durable, celui qui dépasse Renault, c'est la façon dont la RS a redéfini ce que signifie culte en France. Une voiture culte en France n'est pas forcément la plus chère, ni la plus rare, ni la plus luxueuse. Souvent, c'est une voiture qui a eu une place dans la vie réelle, sur les routes de campagne, dans les ronds-points, sur les autoroutes, dans les parkings. Une voiture qu'on a vue, entendue, sentie. Une voiture qui a été vécue par des gens ordinaires, mais qui les a rendus extraordinaires pendant quelques minutes, le temps d'un enchaînement de virages. La Mégane RS a fait exactement ça, et à grande échelle, elle a transformé des conducteurs en narrateurs. Chacun a une histoire, un col, un rond-point pris trop vite, une pluie soudaine, un freinage où la voiture est restée droite quand tout semblait partir, une nuit où, en sortant d'un tunnel, l'échappement a claqué comme une gifle et le conducteur a eu honte, puis a ri. Ces histoires-là, elles circulent encore, et elles circuleront longtemps, parce qu'elles ont un ingrédient essentiel. Elles ne sont pas propres, elles sont humaines.
Elle mélange la satisfaction d'avoir trouvé la voiture, qui est vraiment ça, l'intérêt parce qu'on veut toujours entendre la suite, et une pointe de dégoût parce qu'on sait qu'on joue avec quelque chose de trop excitant pour être parfaitement raisonnable. Et si tu veux la preuve ultime qu'un héritage est réel, regarde ce qui se passe quand on évoque la fin possible de ce type de voiture. Les gens ne réagissent pas comme à l'arrêt d'un produit, ils réagissent comme à la disparition d'un langage, comme si on allait leur retirer des mots. Parce que l'ARS a donné des mots, pas des mots écrits, des mots ressentis, le mot inscription, le mot mordant, le mot motricité, le mot cup, le mot trophy, des mots qui, en France, sont devenus des codes pour dire « je veux une voiture qui me parle ». Et maintenant, quand le monde bascule vers des propulsions électriques instantanées, vers des performances monstrueuses mais silencieuses, vers des intérieurs qui ressemblent à des salons numériques, la Mégane RS reste comme un objet de contraste, presque un rappel brutal. Il y a eu une époque où une compacte pouvait te mettre la nausée de plaisir, te salir les mains d'émotion et te faire rentrer chez toi avec cette odeur de frein chaud dans les narines, comme une preuve que tu as vraiment vécu quelque chose. C'est pour ça qu'elle est culte en France, parce qu'elle n'est pas seulement un produit réussi, elle est une contradiction française roulante, populaire et élitiste à la fois, quotidienne et excessive, accessible et redoutable. Elle a pris la banalité d'une compacte et elle y a injecté du théâtre, et si tu reviens à l'image de départ, la nuit, l'air d'autoroute, l'odeur de fer et de gomme, le voisin qui sourit comme un coupable, tu comprends que tout est bouclé. Ce n'était pas juste un bruit. C'était un héritage en train de se fabriquer minute après minute, dans la vraie vie, pas dans un musée, pas dans une pub, dans un moment un peu sale, un peu beau, un peu honteux, exactement comme les vrais souvenirs.